Bonjour ici, salut là-bas et bienvenue dans votre émission citoyenne Flash Talk en mode confiné. Je suis moi-même confiné à la maison, tout comme ma chère Sonia. Salut Sonia, comment ça va? Salut Raphaël, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Après 2 mois de confinement, notre pays s'apprête à retrouver un semblant de vie normale, un semblant seulement. Qu'est-ce que ces 2 mois ont changé dans nos vies et notre rapport aux autres sera-t-il le même dans les jours, les semaines, les mois qui viennent? C'est le sujet de notre débat du jour, Raphaël. Et notre rapport en tout cas avec vous ne change pas puisque Flash Talk reste votre émission plus que jamais aujourd'hui, notamment sur les réseaux sociaux avec le hashtag Flash Talk ou directement sur notre Facebook officiel. Quelqu'un qui ne bouge pas lui aussi, c'est Mikaya. Comment ça va Mikaya? Salut, bonjour, tout va bien. Bonjour Raphaël, bonjour Sonia, tout va bien, merci. Vous le savez, hein, c'est notre cartooniste cette semaine. Il regarde attentivement ce qui va se passer pendant l'émission et rien que le thème lui a déjà fait un premier dessin. Un premier dessin, en espérant qu'on ne sera pas comme ça à la fin. Je me demande si profiter du confinement pour réfléchir au monde d'après, c'est une si bonne idée que ça. J'ai l'impression qu'il a dessiné Sonia là, au bout de son canapé. Oui, certains jours, ça peut y ressembler. Alors, après 2 mois de confinement, c'est une nouvelle vie qui nous attend à partir de demain, un semblant de vie normale, même si évidemment, rien ne sera plus jamais comme avant, à l'école, dans les transports ou bien encore au travail. Il va falloir respecter la fameuse distanciation sociale, respecter les fameux gestes barrières. Alors, comment est-ce que ça va se passer? Les chiffres du déconfinement, c'est le data flash de Juliette Jean Garde et on se retrouve juste après. Commencer à retrouver la vie d'avant. Bientôt ce sera possible, mais pas sans des règles strictes. Un siège sur 2 et marquage au sol dans le métro, des classes de 15 élèves dans les écoles, 1 mètre de distance dans les files d'attente ou quand on croise quelqu'un dans la rue, port du masque obligatoire dans les transports en commun et dans certaines villes. Pour accompagner ces mesures, le gouvernement assure que 20 millions de masques grand public lavables seront disponibles lors du déconfinement et 700 000 tests virologiques devraient être réalisés chaque semaine. Mais au bout de combien de temps ces précautions pourront-elles venir à bout du virus ? Des chercheurs de l'université d'Harvard estiment qu'en l'absence de traitement, il faudra plusieurs phases de distanciation sociale jusqu'en 2022. Ces périodes loin de nos proches auront-elles des conséquences sur les liens sociaux ? Selon une étude de la revue médicale The Lancet, une longue période d'isolement peut conduire à la peur de l'autre et ce, plusieurs mois après. Ce sont les enseignements tirés de diverses pandémies ayant donné lieu à des mesures de confinement. Alors, à quoi ressemblera notre société dans la vie d'après ? Amy, tu vis à Pantin, en Seine-Saint-Denis. Est-ce que toi, tu as le sentiment que cette crise sanitaire et les conséquences en termes de lien social ont créé chez toi, je sais pas, on pourrait appeler ça une peur des autres? Ah non, pas du tout. J'ai peur de la pandémie, j'ai peur de transmettre la maladie aux autres, j'ai peur d'être vecteur de maladie, j'ai peur de ne pas être enfin, de ne pas protéger les gens que j'aime. J'ai peur de, ah, voilà, j'ai peur d'être un vecteur de maladie, c'est ça. J'ai pas peur des autres, personnellement. Est-ce J'ai que peur ça de. veut dire que si on te permet de sortir, par exemple après le 11 mai, tu vas sortir moins que possible? Oui, de toute façon, je sors pas déjà beaucoup dans l'absolu, donc non, je sortirai pas de toute façon. Parce que c'est encore trop instable, trop incertain, non, je sortirai pas. Tant qu'il y a pas de signes, positifs concernant la fin de la pandémie, c'est certain que je ne sortirai pas, quoi. Fanny Paris, vous êtes avec nous également aujourd'hui. Bonjour, vous êtes docteur en socio-anthropologie, chercheuse associée à l'université de Lausanne en Suisse, auteur d'une enquête que vous réalisez en ce moment auprès de 6000 personnes sur l'impact justement de ce confinement en nous, comme peut-être initiation à un nouveau mode de vie.
qu'est-ce que ces 2 mois de confinement ont changé en nous? Alors, j'ai envie de vous dire que ces 2 mois de confinement ont bouleversé le rapport qu'on entretient à nous-mêmes, aux autres et de manière plus générale au monde. On va voir que ça a impacté l'ensemble de la sphère sociale, que ce soit le rapport au temps, une envie de changer de vie, un rapport à une spiritualité ou à une nouvelle sensibilité vis-à-vis du monde. On se pose de nouvelles questions face à nous-mêmes et surtout, comment on va interagir avec les autres dès que le processus de déconfinement va être entamé. Ce que vous voulez dire, Fanny Paris, c'est que peut-être qu'on a pris conscience, tout particulièrement pendant ces 2 mois, de l'importance, de notre rapport aux autres, de l'importance du lien avec l'autre? Au-delà de ça, c'est l'importance de conserver notre humanité en quelque sorte et le fait de continuer à interagir avec nos semblables. Et effectivement, même si le digital permet une continuité du lien social, il nous interroge sur notre rapport à nous et aux individus. Je vais poser la même question à un autre de nos témoins, c'est Kant. Kant Lebeau, comment ça va, Kant? Ça va très bien. Où est-ce que tu es confiné, toi? Ben écoute, je suis confiné un peu partout finalement, puisque je peux me déplacer en tant que professionnel de la restauration. Donc c'est un petit avantage. Donc aujourd'hui, je suis confiné à Savigny-le-Temple. Je te pose la même question. Qu'est-ce que ça a changé en toi ces 2 mois de confinement? Ben écoute, ça n'a pas changé grand-chose en moi parce que tous les réseaux sociaux qui existent aujourd'hui nous avaient déjà préparé à cette distanciation sociale. Aujourd'hui, on discute tous ensemble. On n'a jamais eu autant d'amis qu'aujourd'hui, mais en même temps, on ne les voit pas, on ne les touche pas, on parle avec eux. Ce sont des personnes virtuelles, c'est de l'abstrait. Donc, moi, ça n'a pas changé grand-chose en moi, sauf à observer la réaction des gens, de voir que l'égoïsme était exacerbé, que prendre soin de l'autre, on était plutôt à prendre soin de soi d'abord, et la crainte de l'autre a été aussi exacerbée, quoi. La peur de l'autre aussi. Alors, on va aller poser la même question à Jean-Jacques du côté de Caen. Jean-Jacques, vous êtes grand-père de 5 petits-enfants et vous, je pense que vous allez nous dire que le confinement a changé pas mal de choses pour vous. Alors, bien évidemment, c'était une période que je n'avais jamais vécue auparavant, comme tous, hein. Donc, la rupture a été un peu brutale, on va dire. Rupture d'autant plus difficile à vivre pour moi que je n'ai pas pu tenir dans mes bras ma petite fille. Ça me fait toujours un peu mal. Elle est née le 10 mars. Je n'ai pas pu la voir. Enfin, la tenir, on va dire, lui dire bonjour. Ça, c'est une douleur qui, j'espère, va pouvoir s'estomper le plus rapidement possible. J'étais pas du tout habitué aux réseaux sociaux, hein. J'ai commencé Facebook, on va dire, pour ne citer que lui, très récemment. Et effectivement, j'avais plutôt des liens normaux, entre guillemets, de contact physique avec mes proches, plutôt que de les contacter par Facebook ou autre réseau social. Tu es devenu un papy digital. On va aller voir du côté de Fabienne Martin-Juchat. Bonjour Fabienne, vous êtes professeure des universités en sciences de l'information et de la communication à l'université Grenoble-Alpes. On a entendu les témoignages de nos témoins, quelquefois pleins d'émotions. C'est quoi, vous, votre crainte? Est-ce que c'est l'avènement d'une société de la méfiance de l'autre? Non, moi, ma crainte, c'est plutôt ce que dit notre Jean-Jacques, hein. C'est comment dire, la tristesse, en fait, pour certains, de ne pas pouvoir toucher l'autre. Parce que c'est vrai que l'élan physique vers autrui, c'est quelque chose qui est essentiel. Il ne faut pas, comment dire, sous-estimer le rôle important de ce qu'on appelle l'haptique, c'est-à-dire toucher physiquement autrui. Et puis, il y a la question du masque sur laquelle j'aimerais qu'on entende un petit peu tout le monde. Il sera obligatoire à partir de demain, notamment dans les transports. Qu'est-ce que ça peut changer? On va vous entendre là-dessus, mais d'abord, je voudrais qu'on entende Marie-Xavière Giraud, qui est chef d'entreprise à Saint-Pierre-et-Miquelon et qui, vous allez l'entendre, nous explique qu'elle a bouleversé son activité depuis le début de cette crise. Écoutez-la. Alors en cette période de confinement, puisque les portes ont été fermées, nous avons dû trouver une solution. Donc nous avons proposé de confectionner des masques que nous revendons pour tenter de payer nos charges, c'est-à-dire principalement le paiement du loyer et des factures.
À terme, on ne pense pas garder cette activité, bien sûr, mais en tout cas, ça nous a beaucoup occupés et ça nous a permis de sauver les meubles. Donc c'était quand même une bonne opportunité. Les gens ont répondu présent et en plus, ça rend service. Donc du coup, voilà. Mais c'est vrai qu'à terme, ça ne restera pas l'activité principale de l'entreprise. Alors moi aussi, hein, j'ai mis mon masque Saint-Pierre-et-Miquelon justement, qui a débuté il y a maintenant 2 semaines, un déconfinement prudent, hein, ce qu'on appelle prudent évidemment, entre guillemets. Fanny, je reviens de ton côté. Qu'est-ce que le port de ce masque-là va changer dans nos interactions sociales? Déjà, j'ai du mal à m'exprimer avec, hop, je l'enlève. Ça va changer beaucoup de choses parce qu'effectivement, ce que j'ai pu révéler dans l'étude anthropologique que je mène, c'est que même le masque, c'est devenu un support et une excuse pour créer du lien social à l'échelle de proximité avec ses proches. On peut faire des masques, les donner à des personnes vulnérables ou des personnes qui sont sur leur lieu d'activité, mais on peut également échanger sur la technique de fabrication, comment on l'accroche, quel tissu on a choisi, et tout ça, ça participe à créer de nouvelles formes de sociabilité, de nouveaux rapports à l'autre dans une période un peu compliquée, et c'était pas quelque chose qui était forcément prévisible. Je voudrais qu'on ait l'avis de la professionnelle de la communication, Fabienne Martin-Juchat. Qu'est-ce que ça change d'avoir une partie du visage masquée? Est-ce que ça éloigne de l'autre? Est-ce que ça peut instaurer une méfiance, une défiance? Est-ce qu'il y a une communication différente qui s'installe au niveau du regard? Comment ça se passe? Oui, alors c'est vrai que, en effet, déjà la distance physique d'1 mètre, hein, plus le masque, hein, perturbe ce qu'on appelle la danse invisible. C'est-à-dire que, sans réfléchir, automatiquement, quand on est face à quelqu'un, on met en place des habitudes de socialité, hein, et entre autres, même déjà la distance d'1 mètre, de se forcer de rester à 1 mètre de quelqu'un, c'est totalement, pour certains, impossible, hein, parce que ça demande en fait un contrôle de soi qui est énorme. Donc en plus un masque, alors ce que j'ai envie de dire, c'est que déjà vivement que les masques soient customisés. Donc, celui de Rafale est magnifique. Donc, il faut absolument que ça devienne un objet de mode. C'est-à-dire que quand On on te l'approprie dans notre panoplie quotidienne. c'est ça, il faut que ça devienne comme les lunettes, qui étaient au départ quand même un objectif de mieux voir. Donc, vivement que le masque devienne quelque chose qui soit totalement customisé pour qu'on oublie que c'est d'abord un objectif médical. Fabienne, justement, je vois les lunettes de notre anthropologue à la Martinique, hein, Louis-Félix Osier-Lafont. Je vais te donner la parole dans quelques instants, mais juste à côté, je vois Amy, justement, qui me montre sa collection de masques plus beaux les uns que les autres. Tout à l'heure, j'ai dit que tu vivais à Pantin, mais en fait, tu vis à Saint-Ouen. C'est toujours dans le 93, excuse-moi. Montre-nous un petit peu la collection, toi. Alors, c'est ma grande sœur qui est en train de faire des masques en ce moment. Elle nous en avait déjà quelques-uns. C'est ma mère qui les a. Mais en fait, elle nous en a déjà préparé une trentaine. Une trentaine. Ouais, qui sont en train de. Elle va les finir. Là, voilà. C'était juste en fait des. Pour l'instant, elle a fait des patrons, mais là, il y a ces deux-là qui sont finis. Donc, pour le coup, Amy, on va vraiment dans le sens de ce que vient de nous dire Fabienne, c'est que toi, justement, tu te les es vraiment appropriés pour que ça devienne quelque chose de cool dans ton quotidien. Ah oui, complètement, complètement. En fait, je suis en train d'en chercher qui a sorti ma robe. Je voudrais qu'on entende Louis-Félix Osier-Lafontaine, qui a été très patient depuis le début de cette émission. Louis-Félix, bonjour, merci beaucoup d'être avec nous depuis la Martinique dans ce débat. Vous êtes sociologue et anthropologue, Louis-Félix. Quel regard vous portez sur cette crise? Qu'est-ce que vous retenez de ce qui a été dit depuis le début de cette émission? Mais mon regard, c'est celui d'un insulaire. Donc, je vis en permanence en Martinique. Et donc, je suis sans doute le plus âgé d'entre vous. Donc, sans doute, y compris de Jean-Jacques. Et donc, ce qui veut dire que mon confinement, il a été un confinement extrêmement contraint, vu mon âge, à cause des facteurs de risque. Je suis avec d'autres, d'ailleurs, observateur des évolutions de la société martiniquaise et en particulier des réactions qu'une société insulaire peut avoir par rapport à cette épidémie. Vous savez que les îles n'ont pas réagi, ne réagissent pas de la même façon que les milieux continentaux. Nous sommes protégés. Hein. Le premier territoire français à être déconfiné, ça a été la Nouvelle-Calédonie. Donc, tous les territoires insulaires de l'ensemble français sont en vert, sauf
sauf Mayotte. Est-ce que le masque, le fait de ne pas pouvoir se toucher, ça va vraiment changer quelque chose, à ton avis? Mais le masque n'est pas un élément culturel qui nous est étranger. Nous célébrons chaque année pendant 3 mois le masque, le carnaval. Donc, c'est pas un milieu, c'est pas un objet qui fait peur, et surtout lorsqu'on sait déguiser le déguisement, déguiser le masque, c'est-à-dire le transformer en objet de mode, tout ça, Le c'est pour nous. customiser, c'est ça. Voilà. Je ne trouve pas personnellement que les gens soient réticents, bien au contraire. Il y a même des gens qui en rient. On commence un peu à mettre un peu de dérision sur un objet qui traditionnellement est un objet qui participe d'une période de dérision, c'est-à-dire le carnaval. C'est ce que disait Fabienne Martin Juchat. L'idée, c'est vraiment de s'approprier cet objet et effectivement, là-dessus, vous avez sans doute un peu d'avance. Alors, en revanche, je voudrais insister sur deux réactions que nous sommes en train d'observer. D'abord, sur les rituels de fréquentation, alors vraisemblablement, nous aurons du changement ici. Antérieurement, les rituels de fréquentation, qui étaient souvent des rituels amicaux ou familiaux, auront tendance en effet à se restreindre parce que la norme, on peut parler de norme, c'était des fréquentations festives à 30 ou 40. Mais simplement, on va passer à des rituels de fréquentation à 10 ou à 15, quoi. Et ça va être possible, ça? Les gens vont s'adapter. Nous sommes très étonnés de voir la capacité des Martiniquais, des insulaires, la Guadeloupe aussi, cette capacité à s'adapter. Donc ça, c'est une première réaction. La deuxième que nous sommes en train d'observer avec beaucoup d'attention, c'est cette réaction, on va dire, en direction de l'autosuffisance alimentaire. À 98%, nous sommes dépendants de l'extérieur, donc parfois ça peut être problématique. Les gens reviennent finalement des pratiques du jardin créole. Et là, la tradition et la culture va nous aider dans le sens où les gens vont réinvestir leur lopin de terre pour pouvoir cultiver de plus en plus. Louis-Félix, justement, tu parlais de circuit alimentaire. Moi, j'aimerais qu'on aille voir du côté de Savigny-le-Temple, là où Kant nous attend. Quand toi, tu l'as dit, tu es entrepreneur, mais tu as aussi un bistrot créole à Lyon, si je ne me trompe pas. Et depuis le début de la crise, j'ai lu que toi, tu distribuais des repas aux étudiants dans la ville. Tu peux nous raconter ça? Oui, effectivement, puisqu'on sait qu'en temps normal, déjà, les étudiants sont précarisés. Donc là, avec la crise épidémique, la précarisation s'est accentuée et on a eu on a été alerté sur le fait qu'il y en avait beaucoup, notamment des ultramarins et d'autres, bien entendu, qui étaient coincés ici en Hexagone, qui n'ont pas pu rentrer chez eux, qui se retrouvaient isolés, sans leur famille, sans personne à qui parler et finalement sans nourriture. Donc nous, on a créé ce qu'on appelle l'opération Repas solidaire étudiant, qui est une action de permettre à chaque étudiant d'avoir un repas. Donc, cette action va être renouvelée jusqu'à la fin du déconfinement. On va les accompagner jusqu'à la fin du déconfinement en leur fournissant un repas 1 à 2 fois par semaine. Est-ce que vous avez le sentiment, Kant, que cette période exceptionnelle qu'on est en train de vivre peut contribuer à renforcer la solidarité entre les Français et en particulier la solidarité à l'égard des personnes les plus vulnérables? Parce qu'au début de l'émission, tu n'avais pas l'air très optimiste là-dessus. Non, puisque moi, je suis réaliste. C'est-à-dire que, pour rebondir justement sur ce qui a été dit, le port du masque dans le carnaval, c'est plutôt festif. Aujourd'hui, c'est plutôt quelque chose qui fait peur. Donc, ce sont deux destinations, deux façons de porter le masque qui sont complètement différents. Et je ne suis pas d'accord sur l'analyse. Et justement, je ne veux pas qu'on idéalise le port du masque en le customisant ou en faisant quelque chose de dévotif, puisque on ne doit pas accepter cette maladie, on doit la combattre. Quelque part, faire une espèce de customisation, toute une mode autour de ça, c'est minimiser justement cette épidémie-là. Voilà. On va demander la réaction de Fabienne qui demandait la parole tout à l'heure. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que dit Kant? Alors lui, il n'est pas pour la customisation. Ça, à la poubelle, quoi. Ça, non. Donc, oui, c'est intéressant ce point de vue. En effet, on va avoir une période de tâtonnement et donc il faut excessivement être prudent, ne pas juger
et être bienveillant sur les comportements. Certains préféreront garder un masque sanitaire, d'autres auront vraiment besoin de le customiser. Donc, évitons de juger. Hein. Et je voudrais aussi, par rapport à ce qu'a dit Louis-Félix, insister sur ce qui m'inquiète un petit peu, c'est qu'on est actuellement dans un débat, la ville contre la campagne. Hein, il y a tout un certain d'articles qui disent que les villes vont se vider. Hein, les villes vont devenir des lieux aseptiques où il y aura du gel hydroalcoolique à tous les coins de rue, où les gens en fait seront sans contact, et la campagne, ça sera le lieu de toutes les socialités. Donc, ça serait vraiment problématique hein, si on raisonnait ainsi. Et c'est pas nécessaire de dire que les villes seront les endroits en fait aseptisés de la distance derrière les écrans, et la campagne, ça sera l'endroit où on pourra justement se retrouver, bricoler. Donc ça serait quand même un peu gênant. Je voudrais qu'on retourne voir Jean-Jacques qui est toujours avec nous. Jean-Jacques, on parlait tout à l'heure de vos 5 petits-enfants et de la petite dernière que vous n'avez pas pu encore serrer dans vos bras. Comment vous vous projetez dans les mois qui viennent et qu'est-ce que ça suscite chez vous, la perspective de voir vos petits-enfants avec des masques? Je regrette quand même que nos gouvernants n'aient pas prévu, pour l'instant du moins, de zone de transition, de période de transition. On est sur un déconfinement aussi, entre guillemets, excusez-moi du terme, brutal que le confinement. C'est-à-dire, le dimanche 10, on est confiné, le 11, on est déconfiné. Sauf que le 11, beaucoup seront au travail, du moins un certain nombre. Peut-être certains enfants seront à l'école. Donc, on n'a pas cette phase intermédiaire qui nous permettrait de nous rencontrer facilement. Je ne pense pas qu'on ait une première difficulté à se retrouver dans la zone qui nous est prescrite, hein, c'est-à-dire le département, les 100 km autour de notre domicile. Donc, tous ces enfants et petits-enfants qui sont dans ce rayon d'action, je pourrais les rencontrer facilement. Ça fait 2 mois que je suis confiné, ça fait 2 mois qu'ils sont confinés. Aucun d'entre nous n'a de symptômes, n'a de maladie, on n'a pas été inquiétés. Donc, je pense que nos retrouvailles vont être très naturelles. Je suis sûr et certain, mes petits-enfants seront dans mes bras et ça fera du bien. On arrive, les amis, déjà à la fin de ce multiplex Flash Talk. Peut-être on va faire un dernier petit tour d'écran. Allez voir du côté de Saint-Ouen et Amy, peut-être avec cette question. Est-ce que paradoxalement, justement, cette pandémie, cette crise sanitaire ne contribuerait-elle pas aussi à renforcer les solidarités? Ben oui, moi, complètement, je trouve que alors je ne sais pas tellement comment l'expliquer, mais je pense vraiment que ça va nous aider à être plus solidaires entre nous. Ben, déjà, il y a le fait de fabriquer des masques les uns pour les autres. Ce serait bien que ce soit pas non plus qu'on n'exploite pas non plus les couturières pour fabriquer les masques pour qu'ils soient vendus trop cher après. Mais c'est une autre Et on les question. embrasse, hein, les couturières, Oui, on les les couturiers, embrasse. hein, qui se sont mobilisés Oui, pour toute leur communauté au pluriel. voilà, c'est ça. J'ai cru comprendre qu'il y avait moins de gastro grâce au fait qu'on se lave plus les mains. Donc, c'est aussi, il y a des bonnes habitudes qu'on pourrait prendre. Par exemple, moi, je peux faire des courses pour mes voisins qui ne peuvent pas se déplacer ou ce genre de choses. C'est ça qu'il faut développer comme quelque chose qui doit être gardé après cette pandémie, je pense. J'ai l'impression que finalement, vous êtes tous, à part les réserves émises par contre, vous êtes quand même relativement optimistes tous, si on vous écoute, sur la vie d'après. Vous avez l'air tous de penser que finalement, cet épisode, il peut contribuer à renforcer la solidarité et le lien social. Oui, Félix? Ce qui me frappe, c'est que dans tous les pays du monde, le problème de la bienveillance dans la relation se pose. C'est-à-dire que cette épidémie pousse à une prise de conscience relative. À quel degré, on ne peut pas savoir encore, mais que ce soit aux États-Unis, en France métropolitaine, dans la Caraïbe, ici ou ailleurs, il y a une conscience actuellement aiguisée de la nécessité de changer les relations sociales. Fanny, vous êtes d'accord, vous, avec ce que vient de dire Louis-Félix? Je suis totalement d'accord. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'effectivement, cette bienveillance, cette éthique va se structurer autour d'arbitrages un petit peu intuitifs que les individus vont faire autour de la saleté et de la pollution, des outils à disposition et même de la sécurité qui est mis en place. Et tout ça,
ça participe à créer plus de liens, en fait, différemment parfois, mais ça en engendre paradoxalement de nouveau avec les voisins, avec son entourage ou même avec les proches, surtout dans des modes de vie où tout allait un petit peu trop vite. On va aller demander son avis à notre cartooniste cette semaine, c'est Mickaïa. Mickaïa, quelques dessins, camarades? Ben oui, on a vu, on a parlé de crainte de l'autre, de déconfinement. Alors, soyons positifs. Quelqu'un qui dit la seule chose positive, c'est que désormais, je vais pouvoir appeler ma peur et mon dégoût des gens distanciation sociale. On a l'impression que tu n'attendais que ça, Mickaïa. C'est vrai. Merci en tout cas. Et puis un petit dernier peut-être, en espérant que ça n'arrive pas, mais si on allait vers une société high-tech qui serait sans contact physique, alors j'imagine une jeune adolescente avec son amoureux et qui lui dit « Je te télé-kiffe trop grave ». Je te télé-kiffe trop grave. Ben, on va rester sur cette note d'optimisme un peu. On espère, Louis-Félix, que vous avez raison et que vous avez tous raison d'ailleurs, hein, puisqu'on retient quand même une envie de croire et d'imaginer cette société plus bienveillante. Raphaël, j'aime beaucoup ton masque. Merci. J'en ferai faire un pour toi également. Ouais, Merci trop bien. à tous nos invités d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir regardés. Merci à nos conjoints qui, évidemment, filment cette émission puisque sont confinés avec nous. Les pauvres, ils n'ont pas vraiment de choix. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Flash Talk. Merci à tous. À la semaine prochaine. Salut! Salut!